Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable, votre animateur Adi Raphaël. Je suis ici rejoint par mon ami Alex Rupert. Alex, comment tu vas aujourd'hui? En pleine forme pour ce podcast, et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Ben écoutez, comme je pense que vous avez deviné, malheureusement, notre ami Daniel Cameron n'est pas disponible aujourd'hui aussi. Vous en faites pas, il est toujours là, il n'est pas loin. Il va nous écouter, il va revenir la semaine prochaine. Il devrait être de retour. Donc voilà, mais il a dû prendre quelques semaines de congé. Donc voilà, comme tout le monde a besoin de se reposer. Puis Daniel, c'était maintenant. Donc aujourd'hui, on a un programme pas très chargé. Mais on a quand même quelques petites choses à vous dire avec quelques petites nouvelles. En premier, on va parler, je vais vous donner un peu le programme avant qu'on commence. On va parler brièvement du championnat de la CONCACAF de futsal où l'équipe nationale du Canada participait, où malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en Lituanie en fin d'année. Le deuxième sujet, on va parler du nouveau projet du côté de la Colombie-Britannique avec le nouveau projet de stade entre Pacific FC et un autre club qui s'appelle Victoria West. On va en parler un peu plus tard. Et ça, je pense, ça va être un peu le sujet principal. Et à la fin, on a un de nos auditeurs qui nous a posé une question. Il a posé plusieurs questions, en fait, et il est nouvellement en train de suivre ce podcast, d'écouter ce podcast. Il avait des questions par rapport au soccer au Canada. Donc, c'est Jérôme Reynaud qui nous a posé plusieurs questions. Donc, on va essayer d'y répondre le mieux possible. C'est sûr, c'est des questions assez complexes pour entrer vraiment trop en détail, mais on va essayer de répondre le plus possible. Ben, faites comme Jérôme, sinon, les prochaines fois, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, on est là pour y répondre au fur et à mesure, ou bien peut-être qu'on fera un nouvel épisode où on répondra à toutes vos questions. Mais c'est toujours intéressant d'avoir vos questions, puis on est là pour y répondre sans aucun problème. Donc, Alex, en premier, on va parler de ce championnat de la CONCACAF pour le futsal. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, la Coupe du Monde, comme j'ai dit, elle se déroule en Lituanie en fin d'année. Le Canada avait une chance de se qualifier pour cette Coupe du Monde-là. Pour cela, il fallait qu'ils arrivent en demi-finale du tournoi de la CONCACAF. Malheureusement, le Canada s'est incliné au pénalty en quart de finale contre le Panama. Très, 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 très décevant pour le Canada. C'est une équipe qui était supposée pouvoir y arriver. Le Panama, ce n'est pas non plus une force dans la région. Mais malheureusement, le Canada, ça a été très difficile pour eux. Premier match, ils se sont imposés. C'était une phase de groupe. Le premier match, le Canada s'est imposé face à Haïti, une équipe en fait montréalaise de Haïti qui est partie disputer ça. Donc, tous, voire un bon 90% de l'équipe étaient montréalais. Haïti avait ouvert la marque, mené 2-0. Le Canada est revenu et a remporté le match 4-2. Le deuxième match, ça a été très difficile pour le Canada. Une défaite face au Costa Rica, qui est un peu la grosse équipe, en fait, la plus grosse équipe en matière de futsal dans la région de la CONCACAF. Une défaite 5-1 du Canada. N'empêche, ils se sont qualifiés en quart de finale. Comme je vous ai dit, défaite au pénalty. En temps réglementaire, c'était 1-1. Et puis, au pénalty, le Canada a perdu 4-3 contre le Panama. Ça a été, bon, c'est toujours décevant de perdre en pénalty, mais c'est comme ça. En tout cas, juste après, si jamais le Canada s'était imposé, ils auraient rencontré le Costa Rica. Donc, ça aurait été très difficile. Le Costa Rica s'est imposé face au Panama 3-1 et finalement a remporté la compétition face aux États-Unis 3-2, le Costa Rica. Donc, voilà, les 4 équipes de la CONCACAF qui vont être qualifiées pour la Coupe du Monde, c'est le Panama, le Costa Rica, les États-Unis et le Guatemala qui était le pays hôte qui a été vaincu par les États-Unis en demi-finale. C'est une déception, n'est-ce pas, Alex, de voir l'équipe nationale canadienne ne pas se qualifier, sachant que, pour ceux qui ne savaient pas, le Canada voulait vraiment atteindre cet objectif-là. Ils avaient joué des matchs amicaux contre le Costa Rica en début d'année, en janvier, en février. Ils avaient remporté un des matchs contre le Costa Rica. Ils avaient fait match nul dans le deuxième. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'attentes envers cette équipe nationale canadienne. Malheureusement, ça
c'est passé proche. Est-ce que pour toi, c'est dangereux ou c'est grave pour le programme de futsal au Canada, Alex? Ouais, c'est sûr que c'est décevant parce que quand tu arrives à te qualifier pour la Coupe, bah, pour la Coupe du Monde, tu mets les projecteurs sur le sport, puis c'est pas vraiment, c'est un sport qui est très niche au Canada, donc c'est très peu connu, ça a peu d'attention médiatique. Donc, il faut le voir d'un point de vue très décevant pour le programme, parce que ça, pendant les prochaines années, ben, on n'en parlera pas vraiment, ce qui est un peu dommage. Puis, ceux qui suivent la CanPL savent qu'on a notre ami Mohamed Farsi qui jouait au futsal. Avant, ouais, mais il n'était pas, malheureusement, il n'a pas pu aller lors de ce tournoi-là. Il n'a pas pu aller. On l'avait dit, on l'avait eu ici en podcast comme invité. On lui avait posé la question, puis il avait dit ben, ça dépend de mon contrat. Donc, ça a l'air que son point de vue contractuel, ça a été difficile pour lui d'aller. Donc, c'est dommage, mais je pense qu'il aurait fait une différence. Ah, c'est sûr. Fait que moi, je pense que ça va être. On va tirer des leçons de ce qui s'est passé, puis on va essayer de revenir plus fort. Puis ce serait bien. Ce serait bien qu'il y ait plus de sports qui méritent à être connus au Canada. Puis le futsal, je pense que ça gagne à être connu. Oui, exactement. Ça gagne à être connu. C'est super cool comme sport parce que c'est vraiment du foot, mais c'est du foot en salle. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle futsal. Mais c'est très rapide, c'est très technique. Vraiment très, très, très technique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime voir des dribbles un peu venus de nulle part ou des choses comme ça, ou beaucoup de buts, il y a beaucoup plus de buts en futsal que dans le foot traditionnel. Donc, c'est intéressant à voir. Après, bon, c'est une différente façon de fonctionner. Il y a d'autres systèmes de jeu, il y a moins de tactique, c'est du 6 contre 6. Donc, bref, c'est un peu différent, en fait. C'est un peu différent par rapport au foot traditionnel. Et c'est dommage. C'est dommage pour le Canada de ne pas être arrivé. Mais comme tu l'as dit, Alex, ben, on espère qu'il y a toujours la prochaine fois et on va toujours espérer que l'équipe nationale canadienne pourra se qualifier pour une Coupe du Monde parce que je pense que c'est important, comme tu l'as dit, pour le Canada et pour le sport au Canada, surtout le sport du futsal, qui est quand même intéressant, un sport très intéressant que je vous conseille de regarder dans le futur. Donc, il fallait qu'on mentionne un peu ce qui se passe avec notre équipe nationale de futsal parce que c'était quand même un petit échec, en fait, un gros échec pour la plupart des joueurs concernés. Donc voilà pour le premier segment. On va parler du deuxième segment et lui, je pense que ça va être notre gros segment. Cette annonce-là, faite par West Coast, Victoria West et Pacific FC, qui font une sorte d'entente pour construire un nouveau stade. Le nouveau stade serait au Royal Park Soccer. En fait, c'est un stade qui existe déjà et qui va être un peu renouvelé, remodelé et qui va être changé et agrandi. On va en parler un peu plus tard et c'est Alex qui va nous donner tous les détails. Juste pour mentionner un peu parce que je suis sûr que beaucoup de personnes se posent la question, c'est qui Victoria West? Victoria West, c'est une équipe qui a été fondée en 1896, donc centenaire. Et oui, on a des équipes centenaires ici au Canada. Et en fait, le premier match qui a été disputé dans ce stade-là, au Royal Park Soccer, c'était en 1908. Et c'était effectivement Victoria West contre une équipe du 5th Regiment. Donc, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'histoire là-dedans. Par contre, pour tous les fans du Pacific FC, oui, ce stade va être construit, mais ce ne sera pas la fin du partenariat avec West Hills, qui est le stade actuel de Pacific FC. Donc, les matchs vont encore être joués à West Hills. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu une fin de partenariat entre les deux. Ça ne sonne pas le glas du partenariat avec West Hills. Alex, je veux t'entendre discuter de tout ça. Je sais que tu vas me parler en premier du partenariat avec West Hills parce que c'est sûr que ce genre d'annonce-là, faite par Pacific FC, ça n'a pas beaucoup plu à ceux qui sont pros du stade de West Hills. Un gros coucou à Xavier Ouellet. Oui, oui, j'ai bien aimé ton introduction sur l'histoire et j'en avais plus à rajouter, mais je vais revenir sur l'histoire. Justement, pour faire une belle mise en situation pour nos auditeurs,
Comme tu le disais, le stade a ouvert au début du 20e siècle, premier match qui a été joué en 1908 et ça a été reconstruit en 1967. Le terrain est situé, c'est un terrain idéal qui est situé au cœur de la capitale de la Colombie-Britannique et c'est à 2 pas du centre-ville, au milieu d'une région métropolitaine de plus de 367 000 habitants. Puis il faut aussi noter que ce terrain a été Victoria a été une des villes hôtes pour la Coupe du monde des U20 en 2007. Donc, ils ont accueilli des matchs. Et ça, c'est dans mes recherches sur le stade, c'est quelque chose de très intéressant. Puis je crois que le Pacifique veut capitaliser sur l'historique du foot sur l'île de Vancouver. Parce que, crois-le ou non, ce stade a déjà eu comme visiteur Chelsea, West Bromwich, Wolverhampton Wanderers, Glasgow Rangers, Tottenham Hotspur, Fulham. Et ils ont aussi été l'hôte de matchs dans les années 80 pour les qualifications olympiques et un match de qualification pour la Coupe du monde de 1986, où est-ce que le Canada avait vaincu le Guatemala 2-1. Donc, beaucoup d'histoires sur ce terrain et je crois que c'est une très, très, très belle chose que le Pacific FC qui va faire un partenariat pour fêter les 125 ans du Victoria West dans la création d'un stade pareil. Donc, tu sais, c'est du pur bonbon parce que là, tu parles d'un stade au cœur de Victoria, gazon naturel, aux normes FIFA. Ouais, je veux juste préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant, présentement, le Pacific FC joue à West Hills et c'est à Langford. Donc, ce n'est pas à Victoria qui est la capitale de la Colombie-Britannique. Donc, si jamais tu te retrouves en plein centre-ville de la capitale, c'est sûr que ton attraction, ta visibilité, elle augmente par centaines presque. Donc, je ne sais pas si c'est ça que Alex essaie de dire en disant, écoute, on sera au cœur de la capitale. C'est quand même assez intéressant, point de vue marketing. C'est quand même un gros truc. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Alex. Oui, tout à fait. Puis justement, parlant de Langford, Langford, c'est une banlieue qui est à une demi-heure de Victoria et il y a environ 35 000 habitants qui habitent Langford. Donc, un des problèmes avec Langford, tu as le terrain qui est en synthétique et tu as le gros poteau électrique qui était supposé avoir disparu depuis au moins 1 an, qui est encore là. Et si vous regardez la CanPL sur One Soccer, vous allez voir l'horrible angle de caméra, car ils ne peuvent pas mettre les caméras plus hautes qu'une limite permise à cause des fils à haute tension au-dessus du terrain. Donc, ça, comiquement, le commissaire de la CanPL, David Clanahan, avait été très agacé au point de dire que si ça continue comme ça se peut qu'on soit obligé de déménager le club. Il ne faut pas oublier que le Pacific FC représente toute l'île de Vancouver et pas juste Langford. Donc, même s'il déménagerait à Victoria ou à Nanaimo ou ailleurs sur l'île, ça reste quand même le Pacific FC. Puis, justement, comme tu le mentionnais, le fait qu'il soit à une demi-heure de Victoria, c'est sûr que ça pesait lourd sur les moyennes d'assistance en 2019 parce qu'ils étaient 5e dans la ligue avec une moyenne de 3102 partisans par partie. Puis le stade a quand même une capacité de 6000 places, puis ils ont déjà eu des matchs où est-ce que tu avais juste 2000 amateurs. Après, il faut dire que les résultats ont beaucoup influé. Il ne faut pas oublier que lors de cette première saison en 2019, la Pacific FC, ça n'allait pas bien du tout. Hein? Donc, c'est sûr que ça a dû influer. Peut-être que si jamais ils avaient eu des résultats, on ne serait pas à une moyenne de 3000, on serait plus dans des moyennes de 4000 ou 4500 ou 5000 presque. Donc, voilà. Je pense que c'est les matchs de mi-semaine qui ont fait mal. Puis c'est pas juste à Pacific. York 9 à l'époque, maintenant York United. Les matchs le mercredi à 6h, 7h, c'est trop demandé. Là, tu demandes à du monde de Victoria de prendre l'autoroute, d'être dans le trafic, une demi-heure pour aller à Langford, une autre demi-heure pour revenir en mi-semaine. C'est brutal. Moi, je pense que c'est... Pour revenir avec Victoria, là, on parle d'un stade de 4000 places, gazon naturel, mais qui peut être agrandi jusqu'à 12 000 places. Ça, c'est très intéressant. Après, 12 000 places, je suis sûr que ça, c'est genre
je suis sûr que ça pourrait même aller à plus après, là, mais ça, c'est mon avis personnel. Il n'y a rien qui. Dans toute la présentation et toute la vision, il n'y a rien qui dit que ça peut aller à plus. Mais quand même, déjà, 12 000 places, c'est quand même bon pour un club de CanPL, en tout cas. Ben, tu sais, moi, je pense que, tu sais, je vois un peu la stratégie en arrière. Fait qu'eux, ils se disent, déjà, l'angle de caméra n'est pas bonne. Puis Ouais. tu sais que tu as la Ligue Ça, des c'est à West Champions. Hills. À West Hills. Ouais, à West Fait Hills. que tu vois que la Ligue des Champions, ça rentre en ligne de jeu en 2023. Fait que dans les documents, ils ont dit que oui, le Pacific FC continuerait à jouer à Langford, à West Hills Stadium, qui est maintenant renommé Starlight Stadium, parce qu'ils ont fait une entente pour les droits pour nommer le stade. Non, ils ont dû se faire de l'argent quelque part. OK. 85% des 500 000 va aller au club et la balance va aller à la ville. C'est pas mal. C'est pas si mal. mal. 85%, c'est pas mal. Hein? Donc, ils doivent faire, je vais faire le calcul bientôt, là, mais aux alentours de 400 000. Pour un club de CanPL, 400 000, c'est pas anodin. Hein? Donc, ça paye des salaires, ça. Voilà, exact. Puis, justement, fait que le but d'avoir. Fait que les matchs CanPL réguliers seraient à Langford, mais ils se réserveraient le stade au centre-ville de Victoria pour les matchs de championnat canadien, les matchs éliminatoires de la CanPL, les matchs amicaux pour des clubs de MLS ou européens, et ça servirait aussi aux matchs pour Victoria West, bien sûr, parce qu'ils sont partenaires dans le projet et ils ont des équipes amateurs pour les hommes et les femmes, championnats locaux et provinciaux. Et ils parlaient aussi du nouveau club de la nouvelle ligue BC League One, la nouvelle ligue Division 3 pour la Colombie-Britannique. Et ce serait le stade servirait de domicile au club de Victoria. Donc, on anticipe que ce serait les Highlanders de Victoria qui ont quitté la USL League 2. On va revenir là-dessus un peu plus tard dans le troisième segment, là, mais oui. Et ils ont aussi mentionné qu'ils aimeraient que le stade serve de pré-tournoi ou de lieu d'entraînement pour la Coupe du monde de 2026. Ah, ils ont aussi, moi, parlé de certains tours. Hein, si jamais une équipe européenne veut venir faire un tour au Canada, ben, ils pourraient jouer leur match ici. Bon, après, dans un stade de 4000 places, une équipe européenne, je ne vois pas comment c'est intéressant ou combien c'est possible. Après, bon, il y a beaucoup d'équipes européennes qui préfèrent venir dans des stades un peu champêtres avec très peu d'assistance parce qu'ils ne veulent pas avoir la pression des gros stades quand ils sont en pleine pré-saison. Puis d'un autre côté, c'est un peu aussi promouvoir leur marque. On voit ça souvent en Europe où tu as des équipes qui vont un peu dans des villages presque, jouer des matchs amicaux parce que c'est une manière un peu de se retrouver un peu au calme des grandes villes et ainsi de suite. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et la même chose pour les équipes MLS. Quand tu penses, par exemple, les Whitecaps, peut-être que ce serait intéressant qu'ils aillent aller jouer un match de pré-saison là-bas ou aller faire un camp d'entraînement là-bas en pré-saison. Bref, ça peut être quelque chose de très, très intéressant de ce point de vue-là. Il y a aussi, Alex, si je ne me trompe pas, ils ont anticipé une possibilité de voir d'autres genres de sports se disputer. Donc, ce serait plus un stade multisport, si je comprends bien. Ce ne sera pas vraiment un stade de foot seulement. Donc, ils pourraient accueillir d'autres choses, non? Oui, ils vont pouvoir accueillir le baseball et la crosse, de ce que j'ai pu voir. Mais je crois que ils ont dit rugby aussi. J'ai cru comprendre aussi, ils veulent des concerts et des trucs comme ça. Donc. Exactement. Mais tu vois que la priorité serait au foot. Ben oui, c'est sûr. Là-dedans. Mais juste pour te demander ton avis, moi je me demandais, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Parce que, tu sais, c'est comme, oui, moi, la façon que j'interprète ce projet-là, c'est tu mets tes meilleurs matchs à Victoria parce que la population est là, ton bassin est là, puis tu veux leur montrer ce qui est le plus prestigieux de leur club qui représente l'île de Vancouver. Puis en même temps, c'est peut-être une façon de les attirer en banlieue le week-end, de faire le 30 minutes l'aller-retour. Ça, c'est une de mes théories. L'autre théorie, c'est qu'eux, ils ont vu qu'est-ce qui se passe à Halifax, puis ils disent, oh my God, Halifax, ils ont un stade au centre-ville, gazon naturel, toute la ville ne fait que parler et vit que des Wanderers, puis eux, ils aimeraient répliquer ça à Victoria. Puis moi, je pense que l'option d'agrandir 12 000 places, c'est qu'ils se laissent une porte ouverte pour un déménagement définitif, peut-être à long terme, surtout si le poteau électrique reste là, parce que là, c'est sûr que Mediapro, ils n'aiment pas le poteau. C'est horrible. Il n'y a personne qui aime le poteau, à part ceux qui sont attachés sentimentalement au poteau, mais
Sinon, Certains, ouais, ben sinon, c'est quand même, ben, ça gâche un peu tout, non? ouais, puis tu sais, tu peux pas avoir un an pareil en Ligue des Champions à partir de 2023. Tu imagines Pacifique se qualifie, puis Ouais. tu montres ça à la télévision aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, puis ça, c'est ton angle de caméra. Tu peux pas tolérer une chose comme ça. Mais moi, je trouve intéressant l'option d'agrandir à 12 000 places. Je pense qu'il se laisse une petite porte pour un déménagement permanent. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, juste en premier, pour donner une information supplémentaire à nos auditeurs, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous suivent pas depuis 3 ans maintenant qu'on a lancé ce podcast sur le soccer canadien, 2 ans, pardon. Ben, Halifax, et on donne toujours Halifax comme un peu objectif parce que tu l'as dit un peu, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup de visibilité à cette équipe-là. Même si, par exemple, en 2019, ils ont fini dernier de la Ligue sur les 7 qui ont participé, dernier de la Ligue. Puis leur moyenne d'assistance était de 6061 personnes, la deuxième meilleure moyenne d'assistance de la Ligue, juste après Forge FC, qui était le champion. Donc, c'est quand même important de voir pourquoi on voit et on met un peu comme modèle Halifax en termes de marketing, en termes d'attraction au sein d'une équipe de la CNPL parce qu'ils ont réussi leur modèle, Halifax. Ils ont vraiment réussi leur modèle. Donc, juste pour préciser ça. Après, écoute, j'aime beaucoup tes deux théories. J'aime vraiment beaucoup tes deux théories, mais je pense que, écoute, la CNPL est en pleine expansion. Okay? La CNPL est toute nouvelle. Il y a eu la COVID, c'est sûr qui a un peu freiné la progression de la CNPL, ça c'est sûr. Mais aussi la CNPL et les investisseurs qui sont rentrés en CNPL, ils ont mis de l'argent, puis leur but c'est de rentrer dans leur argent. Okay? Donc, comme tout investisseur partout. Donc, le but c'est de rentrer dans leur argent, peut-être faire des bénéfices. Et si c'est pas faire des bénéfices, au moins être quitte parce qu'ils aiment le foot ou whatever. Ce serait le minimum d'être au moins quitte. Puis juste avoir un stade en plein centre-ville, je pense que c'est une recette gagnante. Tu peux pas négliger le fait que finalement, tu as besoin d'avoir du monde dans ton stade. Tu as besoin de créer un certain enthousiasme devant ton équipe. Tu as besoin de créer un buzz, comme on dit ici au Québec, autour de cette équipe-là. Puis le mettre en pleine capitale, c'est super cool. Deuxièmement, surtout un stade complètement rénové. Hein. Parce que c'est très beau de dire, ouais, je vais aller en centre-ville, mais si jamais ton stade est complètement désuet, ça ne sert pas à grand-chose. Mais faire un stade rénové en plein centre-ville ou proche du centre-ville, parce qu'il n'est pas vraiment en plein centre-ville, mais très proche, tu as une attraction quand même énorme, pas seulement pour le foot, mais écoute, il y a des gens qui sont curieux. Ah, tu sais quoi, ils ont rénové, j'ai envie d'aller voir c'est quoi, viens, on va aller voir un match. Tu sais, en faisant ça, ils vont là-bas, ils regardent un match, Pacific gagne 2-0, ben écoute, c'est fini, ils ont la piqûre. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Donc j'ai comme l'impression que oui, le but est 100% marketing. La deuxième chose aussi pour aider un peu le côté marketing de la chose, très souvent, et tout entrepreneur va vous le dire et va être d'accord avec moi, tu as besoin de donner un autre push, une autre poussée à ton projet. Okay? Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu des créateurs de contenu, même si jamais on voit des podcasts ou quoi que ce soit, on essaie toujours d'innover. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment, on a beau écouter le même podcast pendant 1 an ou 2, si jamais c'est tout le temps la même chose, à la fin, ça devient ennuyant. Tu vas vouloir qu'il y ait une certaine nouveauté ici, une certaine nouveauté là. Après, il y a les classiques qui vont rester là. Et si jamais ça marche, il n'y a aucun problème. Mais d'un autre côté, il faut avoir des nouveautés de temps en temps. Et je pense que cette nouveauté-là, ça ramène une attraction supplémentaire. Donc, peut-être que des gens sont partis, ils ont vu des matchs du Pacific FC, ils ont décroché à un moment donné. Ben, le fait qu'on renouvelle et qu'on ramène un nouveau stade, ben, ça les réaccroche de nouveau. Ils ont envie de se dire, ah, tu sais quoi, pourquoi pas, tu sais, ça a l'air qu'ils sont en train de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi je ne vais pas redonner une chance à ce projet-là. Donc, je pense que le tout est vraiment très marketing. Par contre, ce que j'aime aussi, et c'est un peu le côté, tu n'en as pas trop parlé, mais c'est le côté un peu du club, bon, maintenant qui est un club amateur, hein, Victoria West. C'est quand même intéressant de voir un club aussi historique que ça lancer un projet comme ça. Parce que, très sincèrement, on a vu un peu le négativisme autour du soccer canadien depuis le début de la pandémie. On en a parlé souvent ici sur CSLR. Je vais avoir ton avis là-dessus.
j'ai quand même l'impression que ce négativisme-là a éteint l'espoir de beaucoup de partisans et beaucoup de partisans qui voyaient de grandes choses de la part de la KNPL et de la part du soccer au Canada. Puis voir un club amateur comme ça venir et dire, tu sais quoi, on est prêt à mettre de l'argent pour créer un stade pareil, moi je trouve que c'est très bien, pas seulement pour l'avenir du soccer en Colombie-Britannique, pas seulement pour Victoria West, pas seulement pour Pacific FC, pas seulement pour la KNPL, mais pour le Canada au complet, pour le soccer au Canada au complet, parce que ça veut dire que ce genre de projets peuvent se réaliser et ce genre de projets peuvent être bénéfiques à un moment donné. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alex. Est-ce que moi, je regarde ça et j'étais là, waouh, OK, je ne suis pas fou. Il y a encore des gens qui rêvent dans ce pays par rapport au soccer au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rêvent plus. Moi, je rêve encore. Et les vieux de la vieille, on a vu souvent les vieux de la vieille venir ici. Je ne dis pas qu'ils sont vieux, mais des gens qui sont là depuis longtemps. On a vu Georges Sanchez qui est venu très souvent ici sur cette salle érable. On a Pierre Mayotte, je ne sais pas s'il nous écoute encore, mais Pierre Mayotte qui est un supporter de soccer depuis des années et des années, qui nous dit tout le temps, bah, écoutez, on nous a dit que c'était le sport de l'avenir, puis on est encore en train de se battre pour remplir les stades. Et je comprends le scepticisme autour, mais voir ce genre de projet-là, moi, ça me rend heureux. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alex. Ah oui, tout à fait d'accord. Puis, ce qui est beau à voir, puis ça, c'est quelque chose que pour nos auditeurs qui ne sont pas trop au courant, si vous suivez l'histoire du foot au Canada, c'est une histoire où est-ce que tout le monde travaille dans sa cour. Le monde ne travaille pas ensemble. C'est chacun vise leur propre intérêt. Chacun pour soi. Puis même en entrevue, Victor Montagliani, il l'avait dit à One Soccer quand il parlait de son expérience à Soccer Canada. Lui, il voulait travailler avec les associations provinciales, mais il était toujours obligé de leur rappeler qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas Soccer Canada. Vous êtes des associations provinciales. On vous consulte, on veut travailler avec vous, mais tu voyais qu'il avait un certain agacement avec les provinces veulent faire à leur tête. Ils n'aiment pas ça se faire quoi dire, puis ils ne veulent pas travailler avec les autres. Et c'est bien de voir que tu as des organisations de foot amateurs qui sont prêts à travailler avec des grands clubs pour créer quelque chose. Parce que, tu sais, quand tu y penses, un tel projet, si Pacific FC peut faire lever un tel projet et créer un tel engouement dans la capitale de Victoria, mais c'est comme trickle down. Tu sais, c'est comme l'économie trickle down economy. Mais tu sais, ça va profiter. Ça fait un effet boule de neige, en fait. Ça fait un effet boule de neige qui fait en sorte que cette chose-là va faire en sorte que ça va créer un engouement autre part, créer un autre projet autre part, créer d'autres opportunités autre part. Donc, effectivement, quand tu dis trickle down, juste faire comprendre un peu à nos éditeurs que c'est vraiment quelque chose, c'est peut-être le début de quelque chose qui va encourager d'autres projets qui avaient été pensés mais pas réalisés, qui va donner un coup d'accélérateur à ce genre de projet-là. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Excuse-moi, encore une fois, je t'ai interrompu. Je suis désolé, Alex. Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Ça va. Tu as de l'énergie aujourd'hui. Ouais, tout le temps. Mais tu sais, c'est aussi une source d'inspiration pour peut-être montrer aux autres clubs amateurs à travers le Canada que, tu sais, au lieu de vous battre dans votre cour, puis peut-être si vous vous mettiez ensemble, vous pourriez créer quelque chose de mieux. Tu sais, on a des divisions 3, puis chaque club travaille un peu dans son coin, mais tu sais, peut-être que tu n'as pas besoin de 3-4 clubs dans la même ville. Peut-être que si vous vous regroupez ensemble, vous pouvez créer quelque chose de mieux, un plus gros stade, un plus gros projet avec une plus grosse vision. Travailler avec différents niveaux pour créer quelque chose. Parce que le statu quo, ben, ça ne marche pas. Puis tu disais, ben, il y a du monde qui disait, ben, le soccer, c'est supposé grossir au Canada, puis on se bat encore pour remplir les stades. Mais c'est parce qu'il faut changer nos façons de faire. Puis Victoria West, qui célèbre ses 125 ans en tendant la main au Pacific FC, ben, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça beau, puis je pense qu'on manque de ça dans ce pays-là. Puis, si on avait ça un petit peu plus à travers le pays d'un océan à l'autre, mais ça changerait le foot. Et d'ailleurs, tu vois que Halifax s'y prend d'une certaine autre manière. Il travaille en étroite collaboration avec les clubs de foot amateurs en Nouvelle-Écosse. Ben, c'est bien de voir ça, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Puis, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé quand les clubs MLS canadiens ont commencé à implanter leurs académies un peu partout.
mais c'était pas du partenariat, c'était de la compétition pure et dure. Puis même, il y a beaucoup de monde qui pose la question, mais pourquoi la CanPL n'a pas d'académie? Ben, c'est parce que la CanPL, ils ont appris de ce qui est arrivé avec FC Edmonton, que quand eux, ils ont mis leur académie, mais les académies existantes, ils ont pris ça comme de la compétition et c'était presque un champ de bataille. Ils se battaient pour les joueurs, puis il y avait des histoires de boycott. C'est chacun pour soi, puis il faut que ça change. Puis si ce projet-là peut montrer l'exemple que si on est plus fort en travaillant ensemble, puis si le soccer s'épanouit, mais ça va profiter à tout le monde, mais c'est ça qu'il faut. On est plus fort ensemble. Effectivement. Ouais. Effectivement, il faut travailler ensemble, en tout cas, pour faire grandir ce sport. En tout cas, le côté professionnel de ce sport et professionnaliser ce sport, excusez-moi, pour avancer, hein, pour créer encore quelque chose de mieux. Déjà, un gros pas en avant a été fait avec la Canadian Premier League. Là, on a un autre gros pas qui est fait, comme tu l'as dit, avec ce partenariat entre les deux. Petite question pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est logique qu'un stade de 4 000 à 12 000 places, dépendamment de à quel moment ce sera, reçoive l'équipe nationale canadienne? Tu ne trouves pas que c'est trop petit? Ça dépend contre qui tu joues. Si tu joues contre les îles Vierges. Ouais, mais tu sais, en Colombie-Britannique, même si tu joues contre les îles Vierges, il y a du monde. Juste le fait de savoir que l'équipe nationale est là, surtout avec les gros noms de l'équipe nationale maintenant, je doute très fort que 12 000 places est suffisant. Ouais, mais je ne sais pas à quel point que le monde du mainland, parce que pour nos auditeurs, vous avez la Colombie-Britannique, le mainland, la terre, le continent, là. Le continent canadien, et vous avez l'île de Vancouver qui est un peu au large. Puis la seule façon d'y aller, c'est par bateau ou par avion. Est-ce que vraiment le monde de Vancouver va prendre le trajet en hydravion ou en bateau ou faire l'aller-retour, un vol pour un match? Je ne suis pas convaincu. Puis c'est pour ça que Soccer Canada allait tout le temps à Vancouver. C'est juste plus facile, il y a plus de monde. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est bien pour des petits matchs de Nation League ou des futurs matchs de qualification de Coupe du Monde où est-ce que le Canada doit jouer contre Saint-Martin ou les îles Vierges britanniques. On espère que le coefficient du Canada va un peu hausser et qu'en Nations League, ce sera peut-être à un moment donné qu'on sera un peu qu'on n'aura pas à jouer contre ces petites équipes-là, là, parce que ça peut évoluer à un moment donné. Là, tu sais, le 4000 places, moi, je le vois comme un test. Ouais. Ils vont faire ça beau parce que si tu regardes un peu la maquette et les plantes, il va y avoir un toit par-dessus les bancs, puis c'est un peu rudimentaire, c'est très préliminaire, mais tu vois qu'il y a une intention de faire quelque chose de bien, tu peux même à ajouter 4000 ans. Il y aura 2 tribunes, puis tu pourras. Il y aura un virage et une tribune, mais tu pourras ajouter la deuxième tribune et le deuxième virage. Donc, c'est quand même. Je pense qu'il y a la place pour ajouter les deux et que ce soit complètement fermé. Donc, c'est ça que je dis, moi, quand j'ai vu 4 à 12 000, j'étais là, OK. Ouais, 4 à 12 000, c'est peut-être la phase 1, là, mais je suis sûr qu'à un moment donné, ça pourra s'agrandir encore plus si jamais ça prend. Là. Après, ça peut prendre 10 ans pour que ça prenne. Hein, donc, moi, je le vois comme un test. Puis, si tu compares Victoria avec Halifax, c'est quand même des villes assez similaires. Puis, la stratégie marketing du Pacific FC est similaire à Halifax. Ils ont même été plus loin. Puis, je sais que je vous en parlais souvent, puis je tweetais ça souvent. Je disais, mais pourquoi l'Impact, maintenant CF de Montréal, il devrait avoir une boutique pignon sur rue sur Sainte-Catherine. Ouais. Quand j'étais à Chicago, tu as la boutique du Chicago Fire avec tous les clubs de sport. Mais Pacific, ils ont ça à Victoria. Puis c'est une très belle boutique, c'est très élégant, c'est toute beauté. Puis ils l'ont ouvert dès le premier jour que la Ligue a ouvert ses portes. Tu vois que marketing, ils ont très bien compris, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Puis Rob Friend, le propriétaire, disait que lui voulait amener son expérience qu'il avait eue en Allemagne. Il veut amener ce genre de vibe sur l'île de Vancouver. Et le seul frein à ça, c'est la distance entre tout le bassin de population et tu les forces à voyager une demi-heure pour aller à Langford. Ouais. Juste une petite mention aussi, Rob Friend, le copropriétaire en fait de Pacific FC, c'est un ancien international canadien, donc 32 sélections avec le Canada, donc c'est quelqu'un qui connaît
très bien ça, le soccer canadien. Et en fait, ce que j'aime du côté de la Canadian Premier League, on vous l'a dit plusieurs fois, on a beaucoup d'anciens internationaux qui sont impliqués là-dedans. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir parce que c'est des gens qui croient à l'avenir du soccer canadien, un peu comme nous, ici sur CSL Érable. Donc voilà. Et c'est prévu pour quand ce projet de stade? Alex, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'on sait ou est-ce que c'est encore flou? C'est au stade préliminaire, mais je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps parce que les rénovations qui passent, c'est pas vraiment majeur. Le terrain est déjà là, le gazon est déjà là. Tu as des tribunes, tu as presque 3000 sièges permanents qui sont déjà là, fait qu'il faudrait juste qu'ils en rajoutent un peu et juste préparer le stade pour pouvoir diffuser des matchs de haute qualité. Et je pense qu'ils veulent que ça soit prêt pour 2023 parce que tu penses à Pacifique qui se qualifie pour la Coupe du Monde, puis, pas la Coupe du Monde, mais pour la Ligue des champions, et tu as America qui vient, ou tu as le Miami FC qui vient. Tu peux pas diffuser. Non, ça doit être Victoria. Puis tu sais que le monde, ça va créer toute une foire, toute une attraction pour la ville, et je pense que c'est ça le test. Puis s'ils arrivent à remplir le stade pour des gros événements, moi, je pense que la décision de déménager va être là, puis ils vont le faire à 12 000 places, puis ils vont laisser tomber Langford. On verra en tout cas. Après, ça met de la pression sur Langford et sur le stade ex-West Hills pour voir si jamais ils vont pouvoir peut-être à ce moment-là prendre une décision d'enlever ce poteau-là puis de rendre les choses un peu plus agréables pour ne pas perdre en fait une équipe professionnelle de soccer parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Au Canada, pardon. Ben, tu vois le pattern aussi que comment la Ligue apprend rapidement. Tu vois Halifax a fonctionné, puis là, tu vois que pour Saskatoon, l'exigence était un stade de foot proche du centre. Puis là, tu vois que Pacifique, il se dirige vers ça. Fait que là, tu vois que est-ce que à long terme, si on parle de Québec, Montréal, est-ce que c'est ça qu'on va demander? Est-ce que Laval, c'est encore une option? Est-ce qu'ils vont vouloir d'être déjà sur l'île de Montréal? Pour Québec, est-ce qu'on va vouloir être en banlieue? On va vouloir être plus proche dans la capitale? Tu vois déjà où est-ce que la Ligue essaye de s'en aller. Puis je trouve ça très intéressant. Puis c'est gage de succès. En tout cas, c'est drôle parce qu'il y a eu une rumeur. On est vraiment au stade de la rumeur. Je n'aime pas parler des rumeurs d'habitude, mais je sais pas, moi, ça m'a excité un peu, cette stade de rumeurs qui dit que les Red Bulls seraient peut-être sur le point d'investir dans une ville qui commence par M. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est rien, hein, c'est fondé sur rien, n'est-ce pas, Alex? Ouais, je pense que le gars qui se faisait passer pour l'avocat, je pense que c'était un Photoshop. Fait que ça a été debunk. Il y a du monde qui ont fait les détectives, ils ont dit que ok, j'ai pas vu passer. Moi, j'ai vu ça et j'étais là, ok, ça pourrait être peut-être intéressant, mais bon. Après, bon, si Red Bulls va avoir une équipe en CanPL, on va pas cracher là-dessus. Donc, voilà. Mais la seule chose qui est encore valide, qui était de source fiable, c'est l'intention de la Ligue allemande, la Bundesliga, de travailler avec les clubs top, les meilleurs clubs, les plus gros clubs dans la Bundesliga, pour amener un club dans la vallée Fraser, qui est c'est même pas en banlieue de Vancouver, c'est l'autre côté de la vallée, de la rivière Fraser, et ce serait soit Surrey ou peut-être Langley, et il y a autant de personnes, c'est quand même un gros bassin de population. Donc, ce serait très intéressant d'avoir un club CanPL dans ce marché. Surtout qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y a d'équipe de sport professionnelle dans ce coin-là, donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Un marché qui qui a vraiment aucune concurrence, pas juste dans le sport, mais pas juste dans le soccer, mais en fait dans le sport au complet. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Bref, un article écrit là-dessus depuis 2 ans par Daniel Cameron sur Culture Soccer qui parle des futures expansions. Je pense qu'il mentionne Fraser Valley à un moment donné. Donc, allez checker ça si jamais vous voulez sous Daniel Cameron qui avait écrit ça il y a quelques années. Donc, voilà pour ce deuxième segment. Je pense que c'est assez… Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alex, ou… Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça qu'on voulait faire sur le second segment. En fait, le troisième segment, comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, c'est Jérôme Reynaud qui nous écoute dernièrement, en fait, assez nouvellement, et qui nous a dit qu'il essaie de découvrir un peu le soccer canadien. Il ne connaît pas trop comment ça se passe ici au Canada. Donc, on va te répondre. On va répondre à tes questions. Tu en as posé 2 grosses questions. Donc, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut.
la première question que tu as posée, c'est quelles sont les différentes ligues et championnats au Canada jusqu'à aujourd'hui, leur répartition sur le territoire, leurs histoires, leur équipe dominatrice et les joueurs qui ont été des vedettes et qui ont pu percer au niveau supérieur. Ben, le problème ici au Canada, malheureusement, c'est que les ligues n'ont pas duré très longtemps. En tout cas, les ligues professionnelles, on a vu l'ancienne ligue professionnelle qui a malheureusement fermé ses portes en 92 et la CanPL est venue remplacer un peu cette ligue-là en 2019. C'était la première saison de la CanPL. La CanPL, c'est une ligue qui a commencé avec 7 équipes, qui maintenant se retrouve avec 8 équipes. Et l'année prochaine, l'année d'après, pardon, sera à 9 équipes avec Saskatchewan en 2023. C'est ça, Alex? Ouais. C'est ça. Donc, en 2023, on sera à 9 équipes. Après, il y a des possibilités qu'il y ait d'autres équipes aussi qui rejoignent Saskatchewan ou qui rentrent peut-être dès l'année prochaine, hein, on ne sait jamais. Donc, point de vue professionnel au Canada, c'est la seule ligue 100% canadienne professionnelle au Canada. Il n'y en a pas d'autres. Okay? Après, on a des équipes professionnelles au Canada qui font partie de la Ligue américaine, la MLS, donc qui sont Montréal, Vancouver et Toronto, donc l'Impact de Montréal, le défunt Impact de Montréal qui s'appelle maintenant CF Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver qui sont les 3. Après, tu as d'autres ligues, et je vais laisser Alex parler des autres ligues, qui sont des ligues plutôt semi-professionnelles. Non, il y a aussi une ligue professionnelle, je pense, un club professionnel. Est-ce que Toronto 2, le club de réserve, est-ce que c'est professionnel ou c'est semi? Je pense que c'est semi-professionnel maintenant. Ils sont en USL 1, Ligue 1. Oui, c'est ça. OK, donc ils sont professionnels alors. Ouais. Donc, USL League 1, c'est la 3e division américaine et ils sont professionnels. Donc, ça, c'est vraiment les seuls clubs professionnels qu'il y a. Après, il y a des ligues semi-professionnelles, voire amatrices. On ne va pas toutes les mentionner parce que sinon, on passerait beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de petites ligues régionales et ainsi de suite. Mais les grosses ligues semi-professionnelles, Alex, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc pour répondre à la question à Jérôme, et merci de nous écouter et de nous suivre. Si notre pyramide, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu regardes les autres pays, ils ont une pyramide qui est très développée. La nôtre, elle est en chantier. Donc, elle a un seul étage. Elle n'a pas d'étage. Il y a un trou, right? Il y a un trou, sur le toit, tu as la CPL avec 3 clubs qui jouent aux États-Unis dans une ligue américaine. On n'a pas de Division 2 pour l'instant, même s'il y a un projet de Division 2, mais ça reste à voir. Et bien sûr, on a la Division 3. Et pour la Division 3, on a en ce moment 2 ligues. Donc, on a la première ligue de soccer du Québec qui a été fondée en 2012 et qui a pour l'instant 10 clubs chez les hommes et 10 clubs chez les femmes. Le champion de cette ligue se gagne un laissez-passer pour le championnat canadien qui regroupe les 8 clubs de la CanPL et le champion de l'Ontario et le champion du Québec. C'est ça, des ligues professionnelles de l'Ontario et du Québec. Exactement. Et le gagnant du championnat canadien gagne un laissez-passer pour la Ligue des champions de la CONCACAF. C'est maintenant, avant la réforme de la Ligue des champions qui arrive en 2023. 2023 aussi, oui, c'est ça. Donc, si on parle des clubs qui sont les plus forts, c'est sûrement le club le plus populaire de cette ligue, c'est l'AS Blainville, qui est 4 fois champion. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est vrai. Bon, juste pour vous dire, il y a le grand rival un peu de l'AS Blainville qui s'appelle le CSMRO, donc qui est Mont-Royal-Outremont, le club de Mont-Royal-Outremont, qui est un peu le club où moi j'avais entraîné un peu dans mon époque où j'étais entraîneur. J'ai entraîné des jeunes. Donc voilà, quand je dis non, c'est pas vrai, c'est juste pour un peu blaguer, mais oui, effectivement, l'AS Blainville, c'est le plus gros club de la PLSQ. Mais le CSMRO est tout le temps second, donc l'éternel second qui est juste derrière l'AS Blainville, mais tu as complètement raison. Excuse-moi, Alex, je voulais juste faire la petite blague. Oui, l'AS Blainville qui est 4 fois champion de la PLSQ, 4 années de suite, depuis 2017 jusqu'en 2020. Et on va se rappeler que leur heure de gloire était surtout pendant le championnat canadien où est-ce qu'ils ont donné très chaud au York 9, maintenant connu sous le York United.
Et je crois qu'ils avaient aussi joué contre Ottawa Fury à un certain moment. Ouais, il y a 2 ans, je pense. Ouais, ils avaient très bien fait, puis je pense qu'ils avaient ouvert beaucoup, ils avaient attiré beaucoup les regards et je crois que la CanPL a trouvé preneur en Diedine Abzi. Ouais, Euh, il a été découvert à la S Blainville et ça a comme ouvert les yeux sur le talent du foot canadien, je veux dire québécois, en dehors de ce que produit le CF Montréal. Donc, la majorité des clubs sont concentrés dans la grande région de Montréal, avec un club dans la région de Québec. Ben, je ne sais pas si Beauport, c'est proche de Québec, ouais, c'est proche de Québec, effectivement. et un autre club à Ottawa, qui est le Ottawa South United, qui jouait dans la Ligue 1 Ontario, mais qui a décidé de jouer dans la Ligue du Québec après le retrait du FC Gatineau. C'est ça, donc parce qu'ils sont plus proches d'Ottawa et beaucoup plus proches des équipes du Québec que des équipes d'Ontario. Donc, point de vue, tout ce qui est les coûts de déplacement, ainsi de suite, ça va leur coûter de loin moins cher, Ottawa, de jouer dans la Ligue du Québec que la Ligue de l'Ontario, même si Ottawa est une ville ontarienne. Exactement. Et ça clôt un peu la partie du Québec. Et je pense que je l'avais déjà mentionné qu'il y a aussi un championnat volley féminin, 10 clubs également. Ouais. Donc, ça c'est bien, ça c'est beau à voir. On a besoin de plus de ça à travers le pays. L'autre ligue de Division 3, c'est la Ligue 1 Ontario, qui a été fondée en 2013. Et fait intéressant, à l'époque, il y avait beaucoup de clubs ontariens qui jouaient en PDL, qui était la 4e division américaine, maintenant connue sur la USL 2. Et quand la Ligue 1 Ontario est arrivée, ils ont forcé le retrait de tous les clubs ontariens de la Ligue. C'est soit qu'ils se joignaient à la Ligue 1 Ontario par choix, ou ils se faisaient sortir des États-Unis par force. Et il y a des clubs qui ont cessé d'exister, mais la majorité se sont ralliés. Il y a seulement le Thunder Bay Chill qui a une exemption parce qu'ils sont très loin de du sud de l'Ontario. Fait que juste pour mettre en perspective, la majorité des clubs en Ligue 1 Ontario sont dans le sud de l'Ontario, sur le bord du lac, proche du lac Ontario. Et Thunder Bay, c'est dans le nord canadien, très, très loin dans le nord. Et la distance entre Thunder Bay et Winnipeg est plus courte que Thunder Bay et Toronto, juste pour vous donner de la perspective. Donc, 21 clubs dans cette ligue. Une très grosse ligue qui continue à prendre énormément d'expansion. Le rapport de force, mine de rien, la Ligue 1 Ontario est très compétitive. C'est pas vraiment une histoire de un club ou 2 clubs qui dominent toute la ligue. C'est sûr que les meilleurs clubs sont concentrés dans la grande région de Toronto, qui produit énormément de talent. Mais si je dois y aller avec l'équipe qui a gagné le plus de championnats, ben c'est difficile à dire parce que je pense que c'est difficile à dire, mais pour champion de la Ligue, c'est le Vaughan Azzurri qui a 2 championnats. Ouais. Et après, tu as eu les Blue Devils qui en ont un. Un chaque, les Oakville. Parce qu'avant, avant, comment ça fonctionnait, il y avait la Ligue 1 Cup. Donc, le Vaughan Azzurri l'a gagné 3 fois. Et après, la Ligue a décidé de faire une Coupe de la Ligue et les séries éliminatoires pour déterminer le champion de la Ligue 1. Et championnat de la Ligue, c'est le Vaughan Azzurri qui a gagné 2 fois. En ce moment, le Masters Football de Scarborough, dans l'est de Toronto, sont les champions en ce moment. Donc, si je dois me prononcer sur les clubs les plus forts, ben, c'est Vaughan Azzurri, Oakville Blue Devils. Ce serait pas mal les 2 clubs les plus forts. Woodbridge Strikers sont très bons aussi. Et ouais, je m'en tiens à eux. C'est vraiment eux les plus forts. Mais c'est très compétitif et il y a beaucoup de talent qui est sorti de la Ligue 1 Ontario. C'est une ligue qui est énormément sous-estimée. Il ne faut pas oublier que la majorité, il y a beaucoup de joueurs de CanPL qui proviennent de la Ligue 1 Ontario. Effectivement. Et vous avez vu à quel point que le niveau de jeu de la CanPL était relevé. Et ça, ça met en évidence le talent qu'il y a en Ligue 1. Et c'est beau à voir que ça prend de l'expansion et c'est une ligue qui a beaucoup d'ambition. Et juste pour te dire aussi, Jérôme, la CanPL a acheté la Ligue 1 Ontario.
Donc, il n'y a pas encore eu de rebranding. On n'a pas encore changé le nom ou le logo de la Ligue, mais officiellement, la Ligue appartient à la CanPL. Exactement. Et cette Ligue est sous le contrat de Mediapro. Donc, c'était supposé pour cette année, c'était supposé pour 2020, mais à cause de COVID, ça n'a pas marché. Mais certains matchs de Ligue 1 Ontario étaient supposés être diffusés sur One Soccer. Ouais, mais après, on va voir si jamais il y aura une ligue cette année ou une saison cette année. On n'a pas eu encore le OK de la part des provinces pour recommencer les ligues semi-professionnelles. Donc, que ce soit au Québec, que ce soit en Ontario, on est un peu à l'arrêt. Est-ce qu'il y a d'autres clubs canadiens, sinon, à part l'Ontario et le Québec, il y en a plusieurs, tu l'as mentionné, je passe un peu plus tôt en USL League 2. Juste avant, il y a une nouvelle Ligue Division 3 qui se prépare. C'est la Ligue BC League 1 en Colombie-Britannique. Donc, c'est un projet qui verra... ce sera une Division 3 qui sera aussi forte que la Ligue 1 Ontario et le Québec. Oui, tu as écrit un super bel article là-dessus aussi sur Culture Soccer, toi, Alex. Donc, je vous conseille d'aller lire ça, un article sur la BC League 1, donc cette ligue semi-professionnelle qui serait en Colombie-Britannique, très intéressant. Et ensuite, donc, on sait que d'anciens clubs de USL 2, Ligue 2, qui jouaient aux États-Unis devraient se rallier à cette ligue. Donc, on parle ici du Victoria Highlander sur l'île de Vancouver, le TSS Rover qui joue à Burnaby, si je ne veux pas me tromper puis fâcher quelques fans, mais je suis pas mal sûr que c'est Burnaby, en banlieue de Vancouver. On parle aussi, ce serait pas mal ces deux clubs-là, mais l'article que j'avais écrit, il y avait un groupe d'investisseurs qui s'était présenté à la ville de North Vancouver pour lancer un club qui s'appellerait Altitude FC. Donc, pour l'instant, c'est les seuls noms qu'on connaît. Grosse rumeur, c'est que les Whitecaps de Vancouver voudraient y installer un club de U23. Mais avec la nouvelle ligue MLS Next, on est plus sûr. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va tomber à l'eau parce que la MLS Next, qui va être une ligue où tous les clubs de la MLS auront un peu une équipe U23. Donc, en fait, U21 ou U23. Non, U23, ça va être une équipe U23. Donc, il va y avoir une ligue qui va être faite. Puis ça va, je pense, anéantir tout espoir de voir un des gros clubs de la MLS avoir des clubs dans les ligues semi-professionnelles. Parce que même à un moment donné, le CF Montréal, il y avait des discussions, peut-être avoir un club du côté de la PLSQ en semi-professionnel, mais ça n'a pas marché. Puis ça ne marchera pas. Je sais que le CF Montréal, ils ont hâte que la MLS Next, que ça rentre en vigueur là et qu'ils puissent avoir sur leur équipe U23 jouer des matchs contre les autres franchises MLS. Je ne crois pas qu'ils mettraient un club U20 ou en BC League 1, peut-être? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même des coûts qui viennent avec. Est-ce que tu veux te créer des coûts supplémentaires quand tu sais, dans tes U23, tes U20, ils pourront jouer, hein, donc... c'est parce qu'il faut que tu penses aussi au fait que la CanPL a changé le paysage. Puis, dans le temps, quand il n'y avait pas de CanPL, c'était le monopole au Canada. Puis, même à la blague, puis ça, c'est en partisans canadiens, les trois équipes MLS se séparaient le territoire. Puis les Whitecaps de Vancouver, eux, ils disaient de la Colombie-Britannique au Manitoba, ça, c'est à nous. Toronto FC disait l'Ontario, c'est à nous. Le Québec disait, CF Montréal, Impact de Montréal disait, le Québec, c'est à nous. Mais là, ce qui arrive, c'est que la CanPL arrive dans le paysage, puis maintenant, ils risquent de trouver du talent. Tu penses à un Jonathan David qui jouait amateur. Personne ne connaît. Le gars sort de nulle part. Et c'est lui qui compte le plus de buts, qui a le record de plus de buts comptés par un Canadien dans une ligue top 5. Là, tu as l'Atlético Ottawa qui débarque. Puis eux, ils mettent la main sur des partenariats avec presque tous les clubs amateurs dans la grande région de la capitale nationale. Tu dois penser à Pacific FC qui a commencé à piquer les joueurs dans les académies de Vancouver. Alors, les Whitecaps peuvent rester comme ça et rien faire et regarder Pacific se créer des alliances à droite et à gauche dans toute la province de la Colombie-Britannique, puis tu sais que la Ligue veut établir plus de clubs dans la province, ou tu essaies d'étendre un peu tes tentacules aussi, puis c'est intéressant. Avoir tes yeux dans la Ligue, puis si tu vois un talent, tu vas le prendre, tu vas le signer, right? Moi, je pense que la CanPL dans le territoire, dans le paysage, ça change complètement la donne. Je pense que tu risques de voir plus de clubs MLS impliqués
de ce qui se fait au niveau amateur un peu Ouais, plus. ben c'est possible, c'est possible. On voit ici au Québec, par exemple, le CF Montréal qui ont leur centre, le centre de perfectionnement qui, en fait, vient tout juste d'ajouter un nouveau membre au Québec. Donc, eux aussi, ils font beaucoup d'alliances avec des clubs amateurs, semi-professionnels, ainsi de suite, pour garder un œil là-dessus. Donc, je pense qu'ils en ont maintenant 7 ou 8 peut-être qui font partie du centre de perfectionnement. Donc, bref, oui, c'est sûr que les Whitecaps et Toronto devraient faire de même. Hein. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. On verra ce que ça va faire de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs où on passe à la deuxième question de Jérôme? Ben, en USL League One, qui est la division 3 américaine, tu as le Toronto FC 2, Ouais, qui est c'est ça. le club réserve du Toronto FC Il y a en des MLS. rumeurs, il y a des rumeurs aussi qu'ils pourraient sauter avec la MLS, avec les réserves MLS, MLS Next et ainsi de suite. C'est possible que ça pourrait sauter. On verra. Ben, tu sais que les partisans, ils disent que la MLS, ils vont plumer la USL. Ouais, Ils hein. prennent les meilleurs clubs, ils prennent tout ce qui est bon dans. C'est vraiment comique. Sinon, il y a la USL Ligue 2, qui est la quatrième division américaine, où est-ce que vous avez un club du Manitoba, le FC Manitoba, qui est C'est à Winnipeg. amateur, par contre. C'est ni semi-professionnel, ni professionnel. C'est vraiment amateur. C'est une ligue Attends. amatrice. Ouais. Et le Thunder Bay Chill en Ontario et le Calgary Foothill à Calgary. Euh, parlons du Calgary Foothill, il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont la force de Cavalry. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouaient à Calgary Foothill. Ils ont joué ensemble. Ils ont gagné leur championnat PDL à l'époque, qui est maintenant la USL League 2. Et quand ils ont fait le saut à Cavalry, ils avaient cette chimie et ils étaient vraiment bons. Ils ont annexé beaucoup des ex-joueurs de l'Académie des Whitecaps qui se sont joints à Cavalry. Dans le fond, les Whitecaps en championnat canadien se sont fait battre par des joueurs provenant de leur académie qu'ils ont laissé partir. Ouais, hein, c'est fou, c'est Ce fou, qui est, c'est ce qui fou. est comique. Ouais, très comique. Très Ouais. comique. Complètement d'accord. Donc voilà, beaucoup de clubs, pas beaucoup de ligues, mais beaucoup de clubs du côté du Canada qui sont dans des ligues américaines. Ou... En tout cas, je pense que le Canada, pendant longtemps, a fait avec les moyens de bord pour essayer de faire vivre du soccer. Puis là, on commence à un peu s'organiser autour de cette CanPL-là et en espérant que l'organisation continue à développer d'autres moyens pour nos jeunes joueurs de briller. Je pense qu'on a répondu un peu dans la question par rapport au territoire. Si on veut parler un peu de joueurs, on en parle souvent ici sur CSL Érable, des meilleurs joueurs de la CanPL. Alex a mentionné Jonathan David, par exemple, qui était dans un club amateur et qui est finalement parti directement en Europe, qui n'a pas voulu jouer en MLS. Il y a beaucoup de monde qui pense que la MLS n'a pas réussi à l'attirer. Ce n'est pas vrai. Il y avait eu plusieurs approches de clubs MLS. Par contre, Jonathan David ne voulait rien entendre. Il voulait aller jouer en Europe seulement. Donc, pour ceux qui pensent que la MLS a laissé passer Jonathan David, ce n'est pas vrai. Juste pour vous mettre au courant. Donc, voilà. Je pense qu'on a répondu à ta première question. Ta deuxième question, je pense qu'on va rentrer, on va plonger là-dedans tout de suite. Il nous demande, Jérôme Reynaud, où en est le souhait de la CONCACAF de voir les clubs MLS rejoindre la CanPL à un moment donné? Est-ce que c'est une idée qui est encore présente ou c'est une idée qui est complètement abandonnée? Et est-ce que ce sera la même chose pour les clubs qui évoluent dans la USL? Donc, je vais répondre moi rapidement, puis je vais te laisser Alex répondre en long et en large parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Écoute, c'est très simple, Jérôme. Malheureusement, les clubs de la MLS, leur budget est déjà énorme. Euh, Juste le salaire qu'ils donnent à leurs joueurs est trop gros pour ce que la CanPL peut offrir. C'est pas possible d'avoir un... C'est comme si je te disais, est-ce que le Real Madrid peut se retrouver en troisième division espagnole en termes, pas de niveau de jeu, en termes de charges financières, en termes de force financière, en termes de budget, en termes... C'est trop difficile. L'écart est encore trop grand pour pouvoir faire le saut maintenant. Après, selon moi, et je vais laisser Alex parler plus tard, c'est le but ultime de la CONCACAF, de Canada Soccer, de tout le monde, qu'il n'y ait plus
de clubs canadiens dans des ligues américaines. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Pour réussir à le faire, il faut que cette ligue-là, la CanPL, grandisse énormément pour faire en sorte que ces clubs avec des budgets quand même gigantesques par rapport aux clubs de la CanPL, quand ils se retrouvent en CanPL, qu'il n'y ait pas de débalancement énorme et qu'ils puissent vivre aussi et survivre dans une ligue comme la CanPL, ce qui n'est pas le cas maintenant. Si jamais tu amènes les 3 clubs de MLS maintenant en CanPL, ils ne pourront pas survivre. Parce que la CanPL n'a pas les reins assez solides pour faire survivre des gros clubs comme ça, avec un chiffre d'affaires aussi gros, avec des salaires aussi gros et ainsi de suite. D'accord? Donc, il est là le problème maintenant, mais je pense que dans le long terme, oui, c'est ça le but. Après, pour la deuxième partie de ta question, les clubs USL, ben, c'est sûr que tout ça, ça va aller étape par étape. On va commencer, on l'a déjà vu avec le Fury d'Ottawa qui n'a pas reçu l'exemption pour jouer en USL Championship parce que c'est là où ils jouaient en deuxième division américaine. Ils n'ont pas reçu l'exemption de la part de la CONCACAF pour continuer à jouer en Ligue américaine. On leur a dit soit tu joues à la CNPL, soit c'est fini. Et ils ont mis la clé à la porte, puis ils ont décidé de fermer le club complètement. Et au fur et à mesure, les autres clubs de l'USL, ça va rentrer là-dedans. Et pour les autres clubs de l'USL, c'est un peu différent. C'est que les autres clubs de l'USL, malheureusement, ils n'ont pas assez d'argent pour faire partie de la CNPL, pour subvenir au coût de déplacement et ainsi de suite. Ils sont trop petits pour arriver à là. Donc aussi, il faut que la CNPL ait les reins assez solides pour aider, subventionner, aider, ainsi de suite, avoir des partenariats nécessaires pour aider ces petits clubs-là à faire partie de la pyramide canadienne et les sortir de la pyramide américaine où ils sont, on ne va pas se cacher, où ils ne sont pas avantagés du tout de jouer dans une ligue américaine. Alex, je te laisse rebondir sur tout ce que j'ai dit. Si j'ai dit des conneries, n'hésite pas à le dire, mais je ne pense pas. J'adore ce sujet. Ouais, je sais que tu adores. Ça nous fait rêver, une ligue 100% canadienne. Est-ce que c'est possible que les clubs MLS aillent en CanPL? Ma réponse va surprendre du monde parce que tout le monde s'attend à ce que je dise oui, ça va arriver un jour. Ma réponse, c'est non et c'est impossible. Oh, wow! C'est impossible parce que la MLS, c'est une structure, ils appellent ça single entity, c'est une ligue complètement fermée. Donc, sa structure est énormément différente. Ce n'est pas des clubs indépendants. Tu sais, juste te faire un petit exposé, ben, tu me corrigeras parce que tu connais bien la MLS, toi-même a dit, c'est que les clubs, les propriétaires sont des propriétaires opérateurs en même temps. Donc, la Ligue est propriétaire à jusqu'à 50% des clubs et les propriétaires ils sont propriétaires des parts de la Ligue. Donc, les propriétaires des clubs ont des parts dans la Ligue et la Ligue ont des parts dans les clubs. Ben, c'est ça, c'est pas des clubs, en fait, c'est des franchises. C'est des franchises. Donc, en fait, la MLS, elle donne une franchise à un propriétaire. Le propriétaire devient propriétaire de la MLS et non pas d'un club spécifique. Il est propriétaire d'une franchise donnée par la MLS et là, il l'établit là où il veut l'établir. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu ne pourras jamais avoir Toronto FC, CF Montréal ou les Whitecaps de Vancouver débarquant en CanPL parce que le IP, je ne sais pas comment on dit ça en français, le intellectual property, la propriété intellectuelle du club, le logo, le nom et toutes ces choses-là, c'est propriété de la MLS. Effectivement. Tu ne peux pas juste sortir de la ligue et dire, bon, ben moi, je vais en CanPL puis je m'appelle CF Montréal et bonjour, on est en CanPL. La ligue ne te laissera pas faire. Par contre, c'est là où Montréal, ça marcherait parce que maintenant, ils ne sont plus propriétaires de l'Impact de Montréal. Donc, ils peuvent revenir en CanPL sous le nom de l'Impact de Montréal, non? Ah, je sais pas, parce que tu sais, si tu regardes ce qui se fait au hockey, puis je déteste rentrer dans le hockey, mais il faut le faire. Tu sais, si tu parles des Nordiques de Québec, qui est propriétaire de l'ancienne marque, c'est la Ligue. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait que c'est la même chose. Fait que non, ils pourront jamais partir. Par contre, ce qui est arrivé au Ottawa Fury en USL 2, juste pour te remettre en contexte, le Ottawa Fury, c'est un club de Division 2 dans la capitale canadienne qui jouait dans la USL Championship, qui est la Division 2 américaine. Eux, ils sont un club. Donc, ils devaient, pour qu'un club canadien joue aux États-Unis,
il faut avoir une permission spéciale de la FIFA, de la CONCACAF et de Soccer Canada pour te donner le droit de jouer dans une ligue américaine si tu réponds à des critères très spécifiques et tu vas obtenir ton exemption. Mais ton exemption, tu dois réappliquer pour cette exemption sur une base annuelle. Fait que ce qui est arrivé, c'est que quand la CanPL a été créée, ben, CONCACAF a dit, ben, je regarde ton application, mais ton argument pour rester en USL ne tient plus la route. Parce que l'exemption qui a été donnée aux 3 clubs MLS, c'était sur la base qu'il n'y avait pas de ligue domestique canadienne. Exact. À l'époque. De même niveau, ouais. Non, c'est pas nécessairement de même niveau. Parce qu'officiellement, quand tu lis les règlements, ils ne parlent pas de niveau. Puis il y a beaucoup de monde qui font... C'est vrai, tu as raison. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui est la norme? La parité dans une ligue de foot ou les 4 meilleures équipes dans une ligue détruisent le reste de la ligue? That's the norm. Ça, c'est la norme. La norme, c'est ben, les plus forts détruisent les plus petits. Donc, c'est comme ça la norme, en tout cas à travers le monde. Mais moi, j'aime la parité de la MLS, mais ça, c'est autre chose. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, la parité, ce n'est pas un argument. C'est que la CanPL, c'est une ligue professionnelle, Division 1, sanctionnée par FIFA, qui répond aux qualifications, ce qui te donne le droit d'avoir la sanction en tant que Division 1. Fait que déjà, pour le Ottawa Fury, c'était pas un argument, c'était pas suffisant pour les laisser jouer en USL, donc ils ont perdu leur licence. Fait que ce que je sais de la MLS, c'est que eux, ils ont eu une exemption supplémentaire. C'est que pendant X nombre d'années, ils n'ont pas besoin de réappliquer pour cette exemption pour renouveler la licence. Parce que ce n'est pas à perpétuité, mais c'est pour X nombre d'années. Puis je pourrais on ne sait pas combien c'est. On ne sait pas c'est combien c'est. Puis je serais ravi de vous donner le lien du journaliste qui en avait un peu fait mention. Donc, on parle de peut-être une dizaine d'années, peut-être 20 ans, mais le jour va venir où est-ce que les 3 clubs vont devoir réappliquer pour la même sanction, leur donnant le droit de jouer aux États-Unis. Là, CONCACAF peuvent dire, ben, ton argument ne tient pas la route, il y a une ligue canadienne, tu ne peux pas opérer du Canada. Fait que ça, c'est les 3 options. Soit que le club déménage aux États-Unis, donc tu gardes ta franchise, mais tu déménages, tu changes de ville. Soit que tu fais comme le Ottawa Fury, tu vends ta franchise à un autre propriétaire, puis tu peux repartir en CPL sous un autre nom, une autre identité comme tu veux, ou tu vends ta franchise, puis tu arrêtes tes opérations. Ça, c'est la seule façon qu'un club pourrait se joindre à la CPL, c'est que tu gardes le même propriétaire qui vend sa part MLS, mais qui repart à neuf en CPL. C'est la seule façon qui est possible. Est-ce que la CONCACAF va le faire? Moi, je pense que leur intention va vers ça. Puis je pense que le jour que cette exemption, le compte à rebours va atteindre 0, je pense que la CONCACAF ne manqueront pas leur coup, ils vont sauter là-dessus. Ça, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que ce serait une mauvaise affaire? Je ne pense pas. Parce que imaginez à quel point que la CanPL serait grosse si elle avait l'exclusivité du marché torontois, montréalais et Vancouver. Les plus gros marchés médiatiques, les plus gros marchés de population, les plus gros marchés d'affaires. Ça, c'est l'accès à tout ce qui est médiatique, sponsor, chaîne de télé, journaliste. Là, tu viens monter la CanPL d'un cran, à mon avis. Ouais, très bonne discussion. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que on pourrait passer des heures et des heures. Par contre, c'est très intéressant. C'est vraiment un peu, comment dire, c'est un peu le serpent de mer, un peu, je ne sais pas, Jérôme, je suppose que tu es en France, Jérôme Renaud, mais c'est un peu comme le serpent de mer sur la vente de l'OM maintenant. Donc, c'est un peu ça. La sanction de la CONCACAF par rapport au club MLS canadien, est-ce qu'elle va venir ou non? C'est un peu un sujet qui revient sur la table tout le temps. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Comme j'ai dit, pour un bon nombre d'années, on n'a pas les détails de combien d'années ça pourrait durer. Possible que ça n'arrive jamais, comme le mentionne Alex. Chacun donne un peu ses points, mais demain, ce n'est pas la veille. Donc, on est quand même très loin de ça. Donc, voilà pour ça. Après, pour les autres clubs USL, moi, je pense que c'est
c'est une question de temps. Ça va arriver très, très vite. Je ne sais pas si tu n'as pas répondu à cette partie de la question, Alex. Est-ce que pour Oui. les clubs USL, que ce soit ceux qui sont en USL League 2, que ce soit ceux qui sont en USL, USL League 2, c'est tout. Il n'y a plus. Il y a l'USL League 1, il y a juste Toronto 2. Mais ceux en USL League 2, je pense qu'il n'y aura pas trop le choix à un moment donné, soit de rejoindre la première division de la CanPL, soit au cas où on a enfin une deuxième division canadienne. Et je pense qu'ils devront être forcés à rejoindre cette deuxième division-là, non? Ce qui se dessine, c'est que la CanPL n'a jamais caché ses intentions. C'est le monopole sur les 3 premières divisions au pays. Donc, ils ont la première division avec la CanPL. Ils ont déjà acheté la division 3 en Ontario. Et dans les documents de la division 3 pour la BC League 1 en Colombie-Britannique, ils ont mentionné que la CanPL voulait faire acquisition de Ligue division 3 et faire ça dans plusieurs provinces et peut-être même se porter à cœur de toutes les divisions 3 au pays. Ouais. Et la CanPL avait déjà annoncé son intention de lancer une vraie division 2 sous sa pyramide après la Coupe du monde de 2026. C'est ça, donc, faire une promotion-relégation, sans oublier que la CanPL est en partenariat très étroit avec Soccer Québec aussi, donc la PLSQ aussi. La PLSQ n'appartient pas à la CanPL, mais ils sont en partenariat très étroit et ils s'aident tous les deux à avancer. Donc, voilà, donc elle est là un peu en partie la réponse. Mais pour les clubs de USL, ce serait vraiment pour qu'ils rejoignent la pyramide, donc soit en deuxième division, soit en troisième division ou en première division, dépendamment des investisseurs derrière, n'est-ce pas, Alex? Oui, tout à fait. Puis, tu vois que la CanPL, c'est ça qui manquait au pays, dans le fond, parce qu'on n'avait pas de vraie pyramide, parce que c'était toujours sous-entendu que c'était Soccer Canada qui allait gérer ces ligues, puis tu vois qu'elle n'a juste pas les moyens de le faire. Puis, ça a pris vraiment l'approche corporative. Ça a pris Victor Montagliani qui a approché des acteurs du monde des affaires canadiens. Et c'est ça qui a commencé la Canadian Premier League. Et c'est la seule façon que ça va marcher au Canada, c'est que ce soit sous contrôle d'intérêts corporatifs. Justement, la Canadian Premier League a créé sa propre société qui gère toutes ses droits télévision et sponsors et marketing avec le CSB. Donc, c'est par là que ça passe, tout simplement. Si tu veux jouer, le jour va arriver que si tu veux opérer un club dans une des 3 premières divisions, c'est mieux de te faire des amis à CSB, sinon c'est eux qui ont droit de vie ou de mort sur si tu peux faire affaire dans le foot professionnel au Canada. Exactement. Donc voilà, sur ces beaux mots, on va terminer cet épisode de CS à l'érable. Merci à tous de nous écouter encore une fois. Merci à ta grande sagesse et à ton expérience, Alex Rupert. Toujours un plaisir de te parler, mon ami. Toujours un plaisir de parler de foot et partager ma passion avec les auditeurs. Et voilà, et Jérôme, merci de tes questions, c'est toujours très apprécié. Donc, si quelqu'un veut faire comme Jérôme, veut poser des questions sur des sujets qu'il ne maîtrise pas ou avoir un peu une idée sur quelque chose de spécifique, ou si jamais vous voulez qu'on ait un débat ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le mentionner, que ce soit sur Twitter ou même sur Facebook. C'est Jérôme nous a rejoint à partir de Facebook. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra, en tout cas dès qu'on a le temps. Dans ce cas-là, on a eu le temps aujourd'hui, mais dès qu'on a le temps, on le répondra et ça nous fera un grand plaisir. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de CS à l'érable. Moi, je vais vous dire, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous vois la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.